Ah, de toute façon Mario c'est trop de la merde. Le ref son seul exploit c'est de passer son gros cul dans un tuyau. Comment ça mon ref? C'est pas parce que tu sais pas appuyer sur 2 boutons en même temps que le bug est une merde. Je te rappelle quand même qu'il a tanké la spaghettification d'un trou noir. Il est tombé de la lune sans un pet de dégâts, pendant que toi tu t'es éclaté la cheville en descendant du trottoir pour rentrer de chez ta daronne, The Bee. Quand on parle de la force de Mario, en général, la plupart des gens pensent que c'est juste casser des briques en sautant. Ça c'est plutôt mignon, mais c'est quand même pulvériser un bloc de maçonnerie de 1 mètre cube avec son poing et ça demande 30 000 newtons de force. C'est largement suffisant pour transformer n'importe quel os humain en poudre de craie. Mais c'est absolument rien par rapport à la dinguerie qu'il fait dans Super Mario 64. Laisse-moi deviner, il balance un pingouin dans le vide. Alors oui, il y a ça, mais il y a surtout le combat final contre Bowser. Pour vaincre Bowser, Mario doit l'attraper par la queue, le faire tourner autour de lui à une vitesse hallucinante et va le projeter à des dizaines de mètres pour le faire exploser. Sur papier c'est rigolo, sauf qu'en physique c'est 3 aberrations en une qui vont prouver que Mario est juste pas fait de chair et de sang. Bah quoi, c'est comme les lancers de marteau aux Jeux Olympiques. Tu tournes, tu lâches et puis voilà. Sauf qu'un marteau olympique ça pèse 7 kg. Bowser, étant une tortue mutante ultra dense de 3 mètres de haut recouverte d'écailles, de cornes et d'une carapace à pic métallique, va peser au bas mot 1 tonne. Et c'est là qu'il y a la première aberration qui rentre en jeu, la formule de la force centrifuge, soit la force est égale à la masse multipliée par le rayon multiplié par la vitesse angulaire au carré. Et c'est ce au carré qui transforme Mario en monstre. Quand tu fais tourner un objet lourd autour de toi, la physique veut expulser cet objet vers l'extérieur. Tes bras font l'effet inverse pour le retenir. Mario va tourner avec une masse de 1000 kg au bout de ses bras tendus à une vitesse d'environ 2 tours complets par seconde. La force d'arrachement qui s'exerce sur ses bras dépasse les 300 000 newtons. C'est l'équivalent de 30 tonnes de pression pure qui tire simultanément sur ses 2 épaules. La simple inertie du premier demi-tour arracherait littéralement les bras d'un être humain normal de leur orbite. Les muscles se déchiraient comme du papier mouillé et la clavicule exploserait. La tension que ces tendons d'épaule encaissent est supérieure à celle de câbles en acier d'un pont suspendu. Mais ça, Philibert, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème, c'est la poigne. La poigne? Avec quoi Mario, à ton avis, il retient la queue de Bowser? Avec ses mains. Et qu'est-ce qu'il porte sur ses mains? Des putains de gants en coton. Le coton, c'est lisse et ça glisse. Pour maintenir un objet qui exerce une force d'arrachement de 30 tonnes avec juste la friction de 2 gants en tissu, la force de pincement de ses doigts doit être astronomique. Ses phalanges exercent une pression d'une presse hydraulique industrielle. Si Mario te serre la main pour te dire bonjour, tes os deviennent instantanément de la purée mousseline. Et c'est toujours pas fini parce qu'il reste le clou du spectacle, le centre de gravité. La physique classique stipule que si un objet léger fait tourner un objet lourd, les deux tournent autour de leur centre de masse commun. Mario pèse environ 90 kg. S'il fait tourner 1 tonne, normalement c'est Mario qui devrait décoller du sol et tourner autour de la tortue. Ah ouais, c'est logique, c'est comme un gros chien qui tire sur la laisse d'un gamin, c'est le gamin qui vole. Voilà, exactement. Et pour que Mario reste parfaitement planté au centre, ses chaussures doivent avoir un coefficient de friction infini avec le béton et ses chevilles doivent encaisser une force de cisaillement apocalyptique sans se rompre. Et quand il lâche Bowser, la tension passe de 300 000 N à 0 en 1 milliseconde. Le contre-coup élastique devrait faire claquer sa colonne vertébrale vers l'arrière comme un fouet et le couper en deux sur le coup. Mais Mario, lui, va juste lâcher la tortue, faire un solo une Bowser et va faire un petit saut périlleux en arrière avec la grâce d'un gymnaste de 60 kg. Le frérot a défié la biomécanique, la gravité et l'élasticité en une putain de seconde. Et c'est pas fini. On a établi que Mario avait des étaux hydrauliques à la place des mains et des câbles de pont suspendus en guise d'épaule, mais non, on va descendre d'un étage. On va parler de ses jambes. Ouais, bon, bah, il saute haut. Super, le mec, il fait 1m55, il peut bondir de 7 mètres de haut sans élan. Super, c'est un kangourou, merci. Alors déjà, oui, c'est aberrant la détente qu'il a, mais on va plutôt s'attarder sur ses coups de pied. Faisons un saut dans le temps. En 1990 sort Super Mario World sur Super Nintendo. À la fin de chaque monde, Mario va battre un boss et ensuite il y a une petite cinématique qui se lance où il détruit le château. Parfois il saute dessus pour l'écraser, parfois il le soulève à main nue, ce qui est aberrant déjà. Mais la pire de toutes, c'est l'animation où il va se mettre de profil, va lever la jambe et donner un coup de pied dans le château pour l'envoyer voler à l'horizon. Mais c'est un jeu en 2D, c'est fait pour des gosses. Le château, il est minuscule de toute façon. Mais même s'il est minuscule à l'écran, ça reste un donjon, c'est de la maçonnerie massive. Les murs sont en pierre de taille. Il y a des fondations, des portes en fer forgé, de la lave en dessous. Un petit donjon médiéval en pierre pèse direct au minimum 5000 tonnes, soit 5 millions de kilogrammes. Et Mario, d'un simple coup de pied, va envoyer valser cette masse de 5000 tonnes dans les airs à une vitesse suffisante pour qu'elle passe le champ de vision. Disons qu'il l'envoie donc à une vitesse de 20 mètres par seconde. L'énergie est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Si on calcule l'énergie que la chaussure de Mario doit transférer au mur de pierre pour le faire décoller de 5000 tonnes à 20 mètres par seconde, on obtient 1 milliard
de joules. 1 gigajoule, c'est l'énergie libérée par environ 250 kg de TNT. Quand Mario donne un coup de pied dans ce château, sa chaussure droite dégage littéralement la puissance de feu d'un missile de croisière Tomahawk. Un missile dans sa godasse? Oui, et le cauchemar s'arrête pas là. Tu connais la troisième loi de Newton, hein? Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Quand la chaussure de Mario percute la pierre avec la force d'un quart de tonne de TNT, la pierre lui renvoie exactement la même force dans le tibia. Sa jambe devrait se vaporiser en un nuage de brume rouge. Ses os devraient se changer en plasma, mais non, il va garder l'équilibre. Sa salopette est même pas déchirée. Il fait juste un signe de la victoire. Sa structure osseuse est plus dure, plus dense et plus absorbante que le blindage d'un char d'assaut lourd. Et attends, parce qu'il y a encore pire. Comment ça, y a pire? Les appuis, Philibert, les appuis, la jambe gauche, celle qui reste au sol. Pour transférer une telle quantité d'énergie dans un objet de 5000 tonnes sans reculer d'un seul millimètre, il faut que Mario soit ancré au sol. La force de répulsion générée par son coup de pied devrait enfoncer sa jambe d'appui tellement profondément dans la croûte terrestre que même la caverne de mon ex serait pas aussi profonde. Le sol du royaume champignon devrait se fissurer sur des kilomètres sous la pression de sa semelle gauche. Pourtant, la terre reste intacte, ce qui signifie que Mario possède la capacité inconsciente d'annuler le recul cinétique en manipulant les lois de la thermodynamique autour de lui. Et encore, dis-toi qu'il est plus résistant qu'il n'y paraît. Maintenant, on va parler de résistance des matériaux. Et on va devoir parler de l'éléphant dans la pièce, hein, l'exploit le plus aberrant de toute l'histoire de Nintendo, Super Mario Odyssey. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a bu un océan, il a mangé un soleil. Non, il est tombé de la lune, littéralement. À la fin du jeu, après un combat titanesque, la zone s'effondre et Mario fait une chute libre depuis l'orbite lunaire jusqu'à la surface de la Terre. Sans vaisseau, sans parachute, juste avec sa salopette et sa casquette. Et tu sais ce qui se passe quand il y a un objet qui rentre dans l'atmosphère terrestre depuis l'espace? Il se passe ce qu'on appelle une rentrée atmosphérique. Pour revenir de la Lune, tu dois voyager à une vitesse orbitale d'environ 40 000 km/h, soit 11 km par seconde. À cette vitesse, c'est même pas le frottement de l'air qui te brûle, c'est la compression adiabatique. Ah, je connais ça, ma grand-mère aussi, elle est diabétique. Mario va tellement vite que l'air devant lui n'a pas le temps de s'écarter. L'oxygène et l'azote sont écrasés avec une telle violence contre son corps qu'ils vont se transformer instantanément en un plasma super chauffé. Les navettes spatiales d'Apollo, par exemple, affrontaient des températures allant de 2500 degrés Celsius à 3000 degrés Celsius. Pour survivre, elles étaient recouvertes d'un bouclier thermique ablatif en résine et en silice ultra dense qui fondait progressivement pour dissiper la chaleur. Mais attends, mais du coup, il devrait se transformer en torche humaine. Et là, pas du tout, il traverse l'ionosphère entouré d'une boule de feu plasmique de 2500 degrés et sa moustache ne va même pas roussir. Les boutons en plastique de sa salopette ne vont pas fondre, ce qui va impliquer une chose terrifiante: la peau de Mario, ses vêtements et même son système pileux possèdent un coefficient d'isolation thermique absolu. Son corps repousse l'échange de chaleur, c'est un isolant parfait. Et on n'a pas encore parlé de l'atterrissage, hein, parce que les capsules spatiales normalement utilisent des parachutes massifs et tombent dans l'océan pour amortir la chute. Mario, lui, va utiliser une technique que les ingénieurs aérospatiaux appellent le lithobraking. En gros, freiner avec la croûte terrestre. Même s'il ralentit grâce à la résistance de l'air, il va quand même atteindre sa vélocité terminale. Un corps humain en chute libre, c'est environ 200 km/h minimum. Il percute le sol solide à 200 km/h. La décélération passe de 200 à 0 en une fraction de seconde. À ce niveau de décélération, tes organes internes normalement continuent d'avancer à l'intérieur de ton corps. Ton aorte se détache de ton cœur, ton cerveau va s'écraser contre l'avant de ton crâne et va se transformer en bouillie. Tous les os de tes jambes et de ton bassin se pulvérisent en milliers de fragments qui déchirent ce qui reste de tes tissus. C'est la physique basique des chocs élastiques et inélastiques. Mais Mario, lui, va s'encastrer dans le sol, les pieds en l'air, et 2 secondes plus tard, il se tire de la terre comme un gros radis, s'époussette les genoux et repositionne sa casquette, puis va repartir sauver la princesse. L'élasticité de sa colonne vertébrale, la viscosité de son sang et la suspension de ses organes défient littéralement les lois de Newton. Le type est biologiquement immortel. La résistance mécanique qu'on vient de voir, c'est qu'une facette de son immortalité. On peut parler un petit peu de transfert de chaleur, notamment au niveau des laves fatales. Laisse-moi deviner, il tombe dans la lave et il devrait fondre comme Terminator en faisant un pouce en l'air. Alors déjà, il y a 2 erreurs dans ce que tu dis, Philibert. Le Terminator qui coule dans la lave, c'est une hérésie hollywoodienne. Normalement, la lave, c'est pas de l'eau rouge, c'est de la roche en fusion. C'est 3 fois plus dense que l'eau et c'est extrêmement visqueux. Si t'as un humain qui tombe dans un lac de lave depuis un pont, il va pas couler, il va s'écraser dessus comme si c'était du béton armé, ses os vont se briser sous l'impact et ensuite il prend feu. Mais Mario, lui, que dalle, il va pas s'écraser, non, il va juste toucher la surface de la lave à 1200 degrés Celsius, va hurler, va se tenir le cul et va rebondir de 15 mètres de haut. C'est un gag de cartoon, Zuppy. C'est une aberration thermodynamique. Avant même de toucher la lave, Mario devrait déjà être aveugle et enflammé. Est-ce que tu connais la loi de Stefan Boltzmann sur le rayonnement thermique? La puissance radiée d'un corps noir chaud s'écrit comme ça. Le T puissance 4, ça veut dire que la
chaleur irradiée par un lac de magma augmente de façon exponentielle avec la température. À 1200 degrés Celsius, le simple fait de se tenir sur une plateforme à 2 mètres au-dessus du lac devrait suffire pour que le rayonnement infrarouge vaporise l'humidité de ces globes. Ses yeux devraient littéralement bouillir dans leurs orbites avant même qu'il ne rate son saut. Ses vêtements en coton devraient s'auto-enflammer par simple exposition à la chaleur radiante. Voir un plombier italien qui parle japonais à poil, c'était pas vraiment dans mon bingo book de 2026. Et c'est là que le miracle va se produire. Quand il touche la surface à 1200 degrés Celsius, l'eau contenue dans ses tissus devrait entrer en ébullition instantanée. L'expansion soudaine de cette vapeur d'eau à l'intérieur de sa chair provoque ce qu'on appelle en traumatologie une explosion de vapeur. Ton corps devrait littéralement éclater de l'intérieur comme une saucisse oubliée dans un micro-ondes. Mais Mario va pas exploser, son corps utilise probablement la seule parade physique existante, l'effet Leidenfrost. La quoi? L'effet Leidenfrost, quand un liquide, comme la sueur de Mario par exemple, va rentrer en contact avec une surface dont la température est très largement supérieure à son point d'ébullition, il crée instantanément une fine couche de vapeur isolante. C'est pour ça que si tu jettes des gouttes d'eau sur une poêle brûlante, elles vont glisser comme si c'était des billes. Cette micro-couche de gaz le protège de l'incinération immédiate pendant une fraction de millisecondes. Ah bah donc c'est possible pour une fois. Alors le bouclier thermique transitoire oui, mais le rebond pas du tout. Parlons neurologie. La vitesse de conduction nerveuse de la douleur, les fibres C et A delta, plafonne aux alentours de 120 km/h. Le temps que le signal mon cul-fond arrive à son cerveau, la chair devrait déjà être carbonisée jusqu'à l'os du bassin. Un corps humain normal serait tétanisé par le choc neurogène et cuirait sur place. Mais Mario, lui, va bondir à 15 mètres de haut. Pour soulever un plombier de 90 kg à une telle hauteur, il faut générer une énergie potentielle gravitationnelle de plus de 13 000 joules d'énergie cinétique instantanée. Ce qui veut dire que son organisme contourne le cerveau, il va créer un arc réflexe autonome d'une efficacité terrifiante. Son corps agit comme un moteur Stirling d'une efficacité de 100%. Son organisme absorbe l'énergie thermique monstrueuse du magma, la chaleur extrême, le tout par conduction va outrepasser la seconde loi de la thermodynamique sur l'entropie et la convertir de manière instantanée en énergie mécanique. La chaleur va pas détruire ses cellules, elle va être siphonnée par ses fibres musculaires de type 2 pour générer une détente explosive qui va défier la gravité. Et comme on peut pas passer à côté, on va parler aussi de sa vitesse. Est-ce que tu savais que la lumière met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent l'étoile de notre planète? Et la lumière est la limite absolue de vitesse dans notre univers. Normalement, il y a rien qui va plus vite. Et c'est quoi le rapport avec le plombier? Tu vas me dire qu'il court plus vite que la lumière alors qu'il se fait tuer par des Goombas tétraplégiques? Alors que Mario se fasse fumer par un champignon marron, c'est une concession de gameplay, pour que tu aies une chance de finir le jeu à une vitesse perceptible par l'œil humain. Parce que si on analyse ses véritables exploits en temps de crise, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein se fait tamponner plus salement que mon ex au Cap d'Agde. Prenons Super Mario Galaxy ou ses apparitions dans Smash Bros. À plusieurs reprises, Mario doit esquiver des tirs de rayons laser. Alors pas des boules de feu ou des flèches, des véritables lasers concentrés tirés par des machines, par Kamek ou par le vaisseau de Fox McCloud. Un laser, c'est de la lumière pure. Ça voyage donc à 300 000 km par seconde dans le vide. Ouais, on le voit arriver, on appuie sur la gâchette, on fait une roulade et puis voilà, fin de l'histoire. On le voit arriver. Mais sale malade, tu vois pas le problème? Imaginons que le laser soit lancé à environ 10 mètres de distance. Pour parcourir ces 10 mètres, le rayon va donc mettre très exactement 33 nanosecondes, soit 3 x 10 puissance moins 8 secondes. L'œil humain met environ 13 millisecondes pour ne serait-ce que traiter une image. Ensuite, ton influx nerveux redescend dans ta moelle épinière à une vitesse ridicule de 120 mètres par seconde, le temps que le premier photon percute la rétine de Mario et que son nerf optique commence tout juste à envoyer un signal d'alerte, le laser l'a déjà transpercé plus de 400 000 fois. Ce qui veut dire que ces synapses ne peuvent pas fonctionner avec de la chimie classique. C'est biologiquement trop lent. Le cerveau de Mario traite l'information à une vitesse supraluminique. Ces neurones doivent communiquer via intrication quantique, c'est-à-dire qu'une information est transmise instantanément sans aucun délai de parcours. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'avoir l'information c'est bien, maintenant il faut bouger à temps pour l'esquiver. Pour sortir son corps de la trajectoire en moins de 33 nanosecondes, Mario doit accélérer ses 90 kg en une fraction significative de la vitesse de la lumière. Et c'est là qu'Einstein entre en scène avec le facteur de Lorentz. Plus la vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière et plus le diviseur tend vers 0. Et donc plus la masse de Mario tend vers l'infini. L'énergie nécessaire pour bouger ses jambes deviennent alors incalculables. Et il y a l'air autour de lui. Parce que quand tu bouges à cette vitesse dans une atmosphère, les atomes d'oxygène et d'azote n'ont pas le temps de s'écarter. Le corps de Mario les percute avec une telle violence cinétique qu'il fusionne littéralement les noyaux atomiques de l'air ensemble. En esquivant un laser avec une simple roulade, Mario techniquement devrait déclencher une réaction de fusion nucléaire thermodynamique instantanée. Quoi? Oui, chaque roulade parfaite dans Smash Bros devrait provoquer un flash de rayons gamma aveuglant, un cratère de plasma de plusieurs centaines de mètres de large et vaporiser le stage entier. Le fait que l'écran ne soit pas consommé par le feu nucléaire prouve que Mario possède non seulement une vitesse relativiste, mais qu'il est capable de supprimer la fission des atomes autour de lui par la simple force de sa volonté. Il contrôle littéralement le tissu même de l'espace-temps. Mais ça c'était juste pour s'échauffer, parce qu'à la fin de Super Mario Galaxy, Bowser fait exploser son soleil artificiel au centre de l'univers. Et cette explosion va créer l'anomalie gravitationnelle ultime,
un trou noir supermassif. Et Mario va tomber dedans. La galaxie entière va être absorbée, l'écran devient noir. En astrophysique réelle, un trou noir possède une frontière qu'on appelle l'horizon des événements. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le point de non-retour en général. Quand tu franchis cette ligne, la gravité, elle est tellement absolue que même la lumière ne peut plus s'en échapper. L'espace et le temps vont commencer à s'effondrer sur eux-mêmes. Stephen Hawking a popularisé le terme exact pour décrire ce qui se passerait si un corps tombait dans un trou noir, la spaghettification. C'est ce qu'on appelle les forces de marée. La gravité augmente de façon tellement exponentielle à l'approche de la singularité que si tu tombes les pieds en avant, l'attraction gravitationnelle sur tes chaussures est des millions de fois plus importante que l'attraction de ta tête. Résultat, ton corps va s'étirer, tes os vont se disloquer, tes organes vont se déchirer en longs filaments et tes vaisseaux sanguins vont s'allonger. Tu deviens littéralement un spaghetti de chair humaine étiré sur des kilomètres de long. Puis la force de marée devient si violente qu'elle vainc la force électromagnétique qui maintiennent tes cellules ensemble. Tes molécules vont se séparer, puis tes atomes vont se déchirer un à un. Tu es désintégré au niveau quantique avant même de pouvoir espérer toucher le sang. Mais on va revenir à Mario. Passe l'événement des horizons, il est au cœur de l'attraction maximale. Est-ce qu'il s'étire? Pas du tout. Ses proportions restent exactement les mêmes, il tournoie sur lui-même, balance un petit avec sa voix aiguë la salopette se déchire pas, les moustaches elles restent en place, ce qui veut dire que la cohésion moléculaire de son corps est supérieure à l'attraction d'un trou noir. La force nucléaire forte qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans l'ensemble des atomes de son corps est capable de résister à une gravité infinie. Il est fait de la matière la plus inébranlable, la plus dense et la plus indestructible de la création. Il n'y a rien dans notre univers qui peut séparer les atomes de Mario. Mamma mia! Du coup, avec tout ça, on peut arriver à une conclusion. T'es éclaté sa mère, mais non, repasse-moi la manette avant que je te rebalance dans la cave. Ta daronne t'a laissé ici et je te jure que tu vas au moins apprendre à jouer, à défaut d'apprendre la physique comme pourraient le faire les boucs qui regardent cette vidéo. Ah bah oui, ça vient, hein, les cours scientifiques vont voir le bout de leur nez prochainement. Et quand je dis prochainement, c'est cette année normalement. On est en train de bosser dessus et pour le prix d'un kebab par mois, vous aurez accès à beaucoup de contenu que vous avez demandé. Bref, abonnez-vous, dites-nous quel cours vous aimeriez voir et moi je retourne apprendre à Philibert à faire un putain de smash bas parce qu'il est pas fichu de jouer avec plus de 2 boutons.